Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 19e Semi Café qui commence maintenant. Donc, chaque mois, on vous propose un sujet technique sur le domaine du nautisme, de la course au large, du transport maritime décarboné. Et aujourd'hui, on va parler des foils. Les foils donc, qui permettent de faire voler les bateaux aujourd'hui, qui se sont bien démocratisés. Euh, j'ai lu même sur Internet que les premiers plans porteurs datent du 19e, peut-être même un petit peu avant. Mais c'est vraiment dans les années 80 et puis une vingtaine d'années plus tard que les foils se démocratisent, notamment sur les plages avec les windfoils, les kitefoils, les surfoils, on en passe. Et puis les foils sont rentrés aussi dans les épreuves olympiques. Donc on parle vraiment de démocratisation du foil de loisir. La course au large, elle s'y est mise aussi. On a eu le premier IMOCA, je crois, en 2015, c'était une banque populaire qui a gagné le Vendée Globe avec des feuilles en 2017. Et vraiment, je trouve que la révolution du foil, en tout cas en termes d'image, c'est la Coupe de l'Amérique avec les premiers catamarans à foil qui ont vraiment mis sur le devant de la scène ces bateaux volants. Et puis, mais aujourd'hui, on va parler plutôt de ferries, de bateaux plus costauds, qui ont sans doute bénéficié de cette démocratisation pour aussi pouvoir faire voler ce type de bateau. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir autour de la table Morgane Sucard de MM Process. Bonjour Morgane. Bonjour à tous. Simon Vatin de la société VPLP Design de l'Université de Montpellier. Bonjour. Bonjour Simon. Et Jean-Baptiste Villot, donc de Candela, qui a construit un ferry à foil. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Excusez-moi pour le manque de caméra. Euh, Oui, Problème technique. ça arrive. Les gens iront voir sur LinkedIn ton profil si vraiment ça en manque. Avant de commencer à vous donner la parole, est-ce que vous pouvez me rappeler pour les non-sachants, on va dire, l'intérêt de mettre des foils sur des bateaux, au-delà du plaisir de les faire voler? Je ne sais pas, Morgane, par exemple. L'intérêt du foil actuellement, c'est vraiment pour limiter la traînée. C'est une des façons qui nous permet de limiter facilement la traînée. Et du coup, par rapport aux bateaux de marine marchande, c'est vraiment de diminuer la consommation actuelle et surtout de pouvoir passer sur des bateaux électriques plus facilement pour obtenir les autonomies qui sont assez dures en électrique. Donc ça, les avantages de la traînée et en plus du coup d'être en électrique pour avoir zéro émission. C'est ça, il y a besoin de moins d'énergie et grâce à la faible traînée du navire. Est-ce qu'on peut parler aussi de stabilité quand on est en mer, hein, peut-être pas dans les eaux intérieures, mais est-ce que c'est plus confortable un bateau à foil? Oui, en fait, il y a maintenant des concepts soit en hydrodynamique qui font que le bateau reste stable et arrive à suivre la mer et on reste droit. Donc ça, c'est vraiment très agréable. On arrête de pilonner au niveau du bateau. Et en plus, on a l'électronique qui a beaucoup progressé. Donc en fait, les deux, l'un dans l'autre, font qu'on a des bateaux qui répondent à ce qu'on veut et avoir des conforts en mer qui sont hyper importants pour les marins, qui sont hyper importants aujourd'hui. Oui, d'accord. Jean-Baptiste, le Candela, il navigue pas en mer. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts pour les, les zones plus calmes? Il y a d'autres intérêts, bien sûr, comme Morgan l'a dit. Donc, c'est la réduction de la consommation énergétique qui est, euh, qui est assez énorme et qui permet de passer sur du tout électrique tout en gardant une autonomie raisonnable. Et en fait, pour la navigation en zone costale ou en rivière ou en lac intérieur, un des avantages, c'est qu'on ne produit pas de sillage, donc pas d'érosion des rivages avec ce genre de bateau, ou du moins moins d'érosion des rivages. Hmm. Et dans certaines
pour certains lacs ou certaines rivières, on peut avoir une dispense des limites de vitesse, en fait, dans le cas Ah, où les limites de vitesse sont en place pour éviter l'érosion des rivages. Parfois, elles sont en place pour d'autres raisons, donc ce n'est pas tout le temps le cas. Voilà, d'accord. Oui, c'est parfois des raisons de sécurité, j'imagine. exactement. Simon, tu vois autre chose à préciser ou Alors là, mes déjà? confrères ont pas mal tout dit. Je pense qu'effectivement, entre avant tout réduction de la consommation et confort de l'équipage et des passagers, on est vraiment sur deux gains qui sont assez significatifs et qui permettent vraiment de justifier, dans certains cas bien choisis, le passage à cette technologie par rapport à des formes classiques. Ouais, tout à fait. On peut aussi noter qu'il y a il y a des solutions qui sont foil assist ou hybride, où on ne va pas forcément être sur du fully foiling. Et donc, on va avoir un compromis qui va être intéressant en termes de gains réduits, mais de complexité ou de coûts réduits. On pourra peut-être en parler plus en détail. D'accord. Je vais, Simon, tu nous as envoyé une présentation. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter VPNP, le projet sur lequel vous avez travaillé avec Merconcept? D'ailleurs, j'excuse Antoine Géry-Lacombe qui peut nous rejoindre, mais qui effectivement sont venus. Donc, tu parleras pour lui. Vas-y. Ouais, non, très rapidement. Moi, je représente aujourd'hui VPLP Design, un cabinet d'architecture navale qui vient de la course au large et de la plaisance. On travaille maintenant depuis 8 ans dans une division maritime avec avant tout la propulsion vélique, mais également de la mobilité décarbonée à l'aide de foil. On peut peut-être passer la slide d'après. En ayant fait ces dernières années un certain nombre de projets à foil, comme ceux que tu as mentionnés auparavant, Arnaud, à travers notamment l'IMOCA, mais aussi l'Ultime, donc avec le trimaran SVR, Merconcept, qui est l'évolution de ces bateaux de large qui commencent à devenir volants ou 100% volants. On a pu commencer à travailler, notamment en partenariat avec Merconcept, sur des concepts et des premiers prototypes de bateaux volants à passagers. Et avec un peu toute cette diversité de technologies et toutes ces applications concrètes de technologie, on a créé un consortium qui s'appelle F3, Fast Foiling Ferry, qui vise à concevoir et à développer des petits ferries sur foil avec diverses, on va dire, adressant divers secteurs du marché. On peut passer à un dernier slide. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais ça permet d'avoir un petit peu des visuels sur le genre d'objet que ça représente. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur trois applicatifs. Euh, ce qu'on appelle le surfer, donc c'est le navire de transport à passagers sur des plateformes offshore pour transférer des techniciens ou des relèves d'équipage, celui de gauche. Le City, qui est plus sur de la mobilité urbaine décarbonée, donc là avec une option potentiellement électrique si l'automobile le permet, comme le disait Morgane. Et le dernière déclinaison, c'est le CTV, donc pour le Crew Transfer Vessel, qui est un espèce de bateau couteau suisse qui permet, notamment dans tout ce qui est éolien onshore, d'assurer des relèves de techniciens, donc avec une dizaine de personnes et du matériel. Donc ça va être le navire d'inspection qui va amener l'équipe technique sur le champ et faire éolienne par éolienne les vérifications nécessaires. Et donc sur le foiling, on se rend compte qu'on a là très très concrètement, au-delà d'une part les gains de traînée et donc de consommation qui peuvent être assez significatifs, de l'ordre de 30 à 40% d'économie pour donner un ordre de grandeur, ça dépend du chargement, ça dépend de la vitesse, etc. Mais également un confort accru et de manière très 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 concrète sur un CTV quand l'équipage doit aller faire une relève ou une inspection sur un champ qui a plusieurs dizaines de milles, et ben le faire en 2 heures au lieu de 4
et avoir des techniciens qui ne sont pas complètement au fond de leur banette parce qu'ils sont malades, ça change énormément de choses d'un point de vue opérationnel. Donc, c'est un peu cette vision-là qu'on porte auprès des différentes parties prenantes pour forcer l'adoption de cette technologie. Est-ce que le CTV à l'arrêt, il est un petit peu plus stable aussi à l'approche de l'éolienne, par exemple, grâce aux feuilles C'est marginal, ce serait assez marginal, ouais. Et c'est quoi la dimension maximale qu'on pourrait faire voler, en fait, parce que là, on est quand même sur des beaux bateaux, on parle de 200 passagers. Est-ce que c'est la limite, là, ce type de bateau? Alors là, on a eu une approche plutôt du plus grand vers le plus petit. Donc, on a commencé jusqu'à 30 mètres à peu près, navire de 30 mètres en aluminium. Donc là, on estime que ça commence à être vraiment le plus gros de ce qu'on peut être capable de faire aujourd'hui avec les technos qu'on connaît. Intrinsèquement, les limites, elles sont peut-être plus hautes en taille de bateau, mais on ne s'est pas encore autorisé à regarder ça. Parce qu'il y a aussi, et qu'on pourra en discuter plus tard, une vraie question de passage à l'échelle. Je serais intéressé de voir ce qu'en pense Candela aussi à ce sujet. Parce que partir du plus gros, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident dans un contexte industriel. Mais voilà, on est autour de 24-30 mètres. Ok. Est-ce que Je peux chez confirmer. VP... Allez, d'accord. Merci, est-ce que, comme vous faites aussi des bateaux de course, comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a eu un vrai transfert de technologie? Est-ce que la maturité des foils sur les Smoker ou les Ultimes a servi aussi aujourd'hui à avoir ce type de projet? Ou pas du tout? Alors, c'est une question hyper intéressante parce que la réponse, elle n'est pas simple. C'est oui, oui et non. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut transférer assez directement. Tout ce qui est contrôle de vol, effort structurel, notamment, vont être vraiment donc tout ce qui est cas de chargement, en fait, donc de dimensionnement. On va vraiment utiliser la maturité qu'on a pu avoir dans les différents bateaux qu'on a, les retours d'effort par rapport à nos load case, les stratégies de contrôle qu'on peut avoir. Ça, c'est transférable quasiment directement. Par contre, le fait de passer d'un environnement performance à un environnement industriel, un peu de manière similaire à ce qu'on a pu expérimenter ces dernières années sur le transport maritime à la voile, le transfert de techno, il atteint une espèce de nécessité de transformer quand même l'ingénierie et la conception des systèmes de manière assez significative, que ce soit sur les matériaux choisis, les technologies de motorisation qui sont quand même là un gros enjeu technique et qui, bien évidemment, n'apparaît pas dans la course au large puisqu'on n'a pas de moteur dans les foils. Et puis dans un dernier temps, tout ce qui est bien sûr prix qui revient, prix d'achat, prix de maintenance. Et donc là, en fait, on se retrouve sur des logiques et des paradigmes qui sont assez différents de ce qu'on connaît en course au large. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions. Déjà, je vais les prendre un petit peu au fur et à mesure et essayer de trier en fonction du sujet qu'on traite. Il y avait déjà une première question, la limite de vitesse aussi. Est-ce qu'on peut faire des ferries lents en volant? Je pense qu'après, il y a une question de choisir finalement si on vole rapidement ou vite. Il y a ce type de rapport, non? Je peux dire qu'il existe des aérofoils. Il y a un constructeur français qui est dans les Alpes, Annecy. Je ne sais pas si vous connaissez Sea Bubbles, qui a des petits aérofoils qui volent je crois que c'est à 12 nœuds, donc assez lentement, avec des ailes assez grosses. Et après, comme tu le dis, Arnaud, c'est le fait de décider quelle est la vitesse de croisière, en fait. C'est pas possible de voler à 8 nœuds et aussi à 25 nœuds. Enfin, il faut choisir une vitesse de croisière. C'est possible de faire lentement, mais voilà, c'est un choix. C'est un choix de design dès le début du projet, quoi. Après, je connais pas la limite basse. Faudra tester.
Il y a aussi une question d'efficacité, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, là, on a présenté surtout des plateformes catamaran. À un moment, il faut faire du foil pour que ça gagne quelque chose sur un bateau de transport, quel qu'il soit. Et donc, on va avoir une comparaison entre les finesses hydrodynamiques de coque et les finesses hydrodynamiques de foil. Mm. Et globalement, là où ça va être le plus intéressant de foiler sur les bateaux de cette, en termes de delta de finesse par rapport à des carènes à même déplacement, à même poids, ça va être Mm. autour de 25 à 35 nœuds, pas très très large. On peut foiler à 8 nœuds, mais c'est peut-être plus intéressant de faire un catamaran avec des coques fines qui vont à 8 nœuds en termes de traînée. Ok. Merci pour cette première partie. Morgane, avant de parler de ton projet, est-ce que tu peux nous rappeler les mêmes process pour ceux qui ne connaissent pas? Comment on passe de capitaine sur un ferry à une société de prototypage composite? Ok. Du coup, MM Process, c'est une agence d'architecture navale. Notre plus-value, c'est d'avoir associé cette agence à un atelier de prototypage. Donc, en fait, nous, c'est vraiment d'aller très vite de l'idée au produit final. Et donc, on a créé MM Process en 2019. Et maintenant, on est 8 collaborateurs au sein de l'agence. Et donc, en fait, l'histoire de MM Process, c'est à l'origine, on est tous les deux officiers de marine marchande avec mon associé. Et la vie a fait qu'on a énormément après navigué, régaté. Et on a voulu créer l'agence. Voilà. Et donc, on est vraiment sur plusieurs secteurs qui va être la course au large, les porteurs de projets. Et du coup, par notre passé, on va vraiment être dans tout ce qui va être marine marchande. C'est pourquoi aujourd'hui, on va aussi présenter une pilotine électrique à foil. Voilà. Du coup, nous, on a pris comme partie la simplicité et l'efficacité des choses. Donc, en fait, on est parti d'un projet qui est, pour nous paraît assez compliqué, qui est de faire une pilotine. Et du coup, la problématique de la pilotine, c'est de mettre à bord les pilotes sur les gros bateaux. Donc, en fait, on a besoin d'avoir un bateau fiable. Les pilotes travaillent 24 heures sur 24. Ils sont obligés d'être sur place. Donc, en fait, on est parti sur le fait d'avoir un concept hydrodynamique qui soit pas électronique, qui soit vraiment sur le concept de foil et avoir une manœuvrabilité assez importante. Et pour ça, on fait tourner le foil avant. Voilà. Et le foil avant va en fait palper la surface pour faire réagir le vol sur son concept hydro. Et après, on a un foil arrière qui va restabiliser. Donc là, c'est un peu les prémices du concept. On a eu la chance d'essayer sur une maquette d'un 5e le bateau. Et ce qui nous a répondu à beaucoup de questions. Et donc, en fait, le foil arrière, on a la chance de pouvoir le simplifier pour gagner en réponse de roulis. Et donc, en fait, le but, pourquoi on a fait une pilotine à foil, c'est parce que, comme on l'a dit, il faut qu'on décarbone le secteur, qu'on va plus pouvoir utiliser 1 tonne de gasoil par semaine pour emmener ces pilotes. Et surtout, il va commencer à avoir des problèmes de réglementation où il faut que les pilotes décarbonent leur secteur. Donc, en fait, on a pris l'électrique. Et un peu le souci de l'électrique ou la limite de la propulsion électrique,
c'est vraiment les vitesses de rotation. Et en fait, faut limiter la traînée pour avoir un rendement sur l'électrique et surtout pour avoir des consommations qui tiennent la route. Et comme disait Simon, c'est que en fait, il faut qu'on aille les pilotants, ça ne les dérange pas d'aller plus vite sur zone et pouvoir rentrer entre deux rotations, pouvoir recharger le bateau et pouvoir faire autre chose et pas faire des attentes longues en mer où il n'y a pas de plus-value. Donc, c'est le gros avantage aujourd'hui qu'on voit entreprendre une solution électrique et une solution de foil. Et puis, après, il y a tout ce qui va être problème de bruit. Voilà. Et après, on va pouvoir décliner ce produit sur les zones protégées, notamment dans des zones où on a des problèmes au niveau des eaux, par exemple les calanques. Voilà. Le fait d'inverser finalement le safran et à l'avant, en fait, en quelque sorte, est-ce que c'était pour le plaisir de chercher un nouveau modèle ou qu'est-ce que vous avez cherché en inversant un peu et mettre le filament importeur à l'arrière? En fait, on a cherché à avoir la meilleure manœuvrabilité possible parce que, en fait, un des problèmes du cahier des charges, c'était vraiment la mise à bord. Et la mise à bord, en fait, c'est quelque chose qui demande d'être hyper adaptable. Il faut vraiment qu'on s'adapte et qu'on sorte le bateau. Et du coup, avec cette réponse-là à l'avant, c'est là, selon nous, avec toutes les contraintes techniques, ça a été pour nous la meilleure solution. Et c'est sûr que c'est un petit peu... d'habitude, on a plutôt les safrans à l'arrière. Et là, c'est vraiment pour pouvoir coller l'avant du bateau sur le gros ferry ou le gros porte-conteneur et être un peu à 45 degrés du chemin. Et en fait, c'était pour nous la solution la plus simple et la plus fiable de mettre le safran à l'avant, ce qui s'est avéré une solution dans la maquette, une solution hyper intéressante. On a vraiment une réponse de rotation qui est excellente là-dessus. Donc, Il y a une question sur l'intégration des enjeux électroniques, informatiques sur ces nouveaux modèles. Est-ce que là, tu as du pilote de foil ou justement c'est un peu simplifié par ce modèle-là? Alors, nous, on a pris parti d'avoir le moins d'électronique possible pour avoir un bateau qui, au niveau de la réglementation, c'est assez compliqué. Nous, on a trouvé que c'était assez compliqué et assez redondant et donc assez cher, la partie électronique. Et on voulait vraiment un bateau qui soit le plus fiable et qui fonctionne le plus simplement et qu'il n'y ait pas de panne électronique. C'était vraiment le cahier des charges de notre client qui était de pouvoir se servir au maximum, de ne pas avoir d'électronique. Donc, on a essayé de trouver un concept qui ne fonctionne sans électronique. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'électronique est une aide et qu'elle peut très bien aider et avoir un meilleur rendement en asservissant les foils. Donc, en fait, c'est vraiment un juste milieu entre utiliser l'électronique et, par contre, si on a un souci, ne pas l'utiliser. Donc, voilà, c'était un peu... mais c'est bien sûr que l'électronique reste une aide et je pense qu'on ne peut pas... on ne peut pas dire que ça ne sert à rien et ce n'est pas du tout nos propos. Il y avait une question, peut-être que je reprendrai à la fin. Je vais passer à Jean-Baptiste. Merci Morgane. Jean-Baptiste m'a envoyé une présentation que je vais te laisser commenter. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous rappeler un peu
la genèse de Candela. Oui, alors bonjour à tous, Jean-Baptiste Billot. Je suis en Suède depuis 10 ans et ça fait 3 ans que je suis chez Candela en tant que Product Owner Technology. Donc, ça veut tout et rien dire. Je travaille beaucoup avec le bureau d'études et ainsi qu'avec, disons, la partie conformité, compliance, ainsi que les ventes pour s'assurer que le bureau d'études produit un produit que l'on peut vendre et est certifié. Voilà. Et la mission de Candela, donc je pense que c'est la même que tous mes collègues ici, c'est justement d'apporter des navires à foil sur le marché pour réduire la consommation énergétique et décarboner donc le transport sur l'eau. Je vais passer au prochain slide. Donc j'ai pas mal de slides. On va voir qu'on va peut-être pas tous en parler. Donc, comme on Ça l'a dit va, avant, un petit peu. pas de sillage, réduction de l'énergie. Juste pour comparer un ferry de taille similaire, c'est souvent une image qu'on utilise pour montrer l'impact que cela peut avoir en fait sur le transport maritime. Euh, un petit résumé de Candela, l'histoire de Candela. Donc, ça a été fondé en 2014 par Gustav Hasselskog, notre CEO. Et c'est démarré avec un rêve, en fait, d'avoir un bateau à hydrofoil. Et le premier qui est arrivé sur le marché, en fait, c'est le C7, C7, qui a été réalisé à 32 exemplaires et vendu autour du monde. Et ensuite, un deuxième modèle a été réalisé, donc mis sur le marché en 2022, le C8, qui est, on va dire, un modèle un peu plus avancé que le C7 et qui a un look un peu plus futuristique, un peu moins traditionnel. Après, pour vraiment avoir une empreinte sur le marché, les bateaux de plaisance à hydrofoil, on s'est rendu compte que c'est pas vraiment, ça va pas avoir un impact massif sur le marché. On a besoin d'apporter cette technologie à tout le monde en fait, et on peut faire ça sur le secteur commercial. Donc c'est pour ça qu'en 2022, on a présenté un concept qui est le Candela P12, qui est un catamaran de 12 mètres jusqu'à 30 passagers, que l'on a développé les 4 dernières années, on peut dire. Donc en 2023, on a lancé notre premier prototype qui est simplement utilisé pour bureau d'études, développement de systèmes. En 2024, on a mis à l'eau notre premier P12 certifié pour mise en opération à Stockholm, donc sur une ligne régulière. Et depuis l'année dernière, on en construit plus. En fait, on multiplie les modèles et pour simplement livrer des commandes que l'on a reçues. Donc, l'évolution a été rapide et assez. C'est un bon résultat. On voit ça comme un bon résultat, une bonne réponse du marché. Donc, il y a vraiment un besoin. Voilà. Je vais continuer. Donc voilà, c'est les deux bateaux que l'on a. Comme je l'ai dit, le C8, le P12. Donc je vais parler un peu plus du P12, que c'est celui qui est le plus intéressant. Donc comme je l'ai dit, c'est un catamaran de 12 mètres, de 4,5 mètres de large, de beam. On a deux systèmes de propulsion électrique, donc avec ce qu'on appelle des CPOD. Et il est réalisé en fibre de carbone. Et on a un intérieur modulaire, en fait, qui est modulaire en fonction de ce que le client veut avoir. Mais pour le moment, on est vraiment focalisé sur le transport de passagers en ville ou en transfert. On n'est pas encore sur le CTV et ce genre d'application. Ça pourrait venir. Pour l'instant, on se concentre là-dessus. Et vraiment, ce qui différencie ce bateau d'autres bateaux traditionnels, donc c'est le fait qu'on a deux systèmes de propulsion purement électriques. Comme on l'a dit au début de ce webinaire, on n'a pas besoin d'avoir à bord des quantités astronomiques de batterie, du fait qu'on est sur des foils. Donc, on peut avoir une autonomie assez élevée, tout en ayant une quantité de batterie assez limitée à bord.
le système de foil, qui est bien sûr un des points les plus importants sur lesquels on travaille, et le système de contrôle de vol. Donc, il y avait une question plutôt sur comment on gère les électroniques, l'informatique. C'est vrai qu'une stratégie est de s'en éloigner. Nous, il est vrai que nos navires sont, comment dire, ils reposent beaucoup sur les électroniques. Donc, ça demande beaucoup de demande beaucoup de travail sur ces électroniques et sur tout le système de contrôle, en fait. Juste sur le système de contrôle, c'est des flaps avant qui permettent de maîtriser le vol. Exactement. Donc, en fait, on voit, il y a 2 ailes avant qui peuvent bouger de manière indépendante l'une de l'autre. Et à l'arrière, on a ces 2 afoil systems qui peuvent aussi bouger. Donc, tout le safran bouge, en fait, de quelques degrés pour réguler, en fait, le pitch du bateau. Après, c'est le foil avant qui a le plus d'autorité sur le vol, on va dire. Donc parlons un peu de ce projet que l'on a eu à Stockholm. Donc, ce navire que l'on a appelé Nova sur la route 89 à Stockholm. Donc ça, c'est le premier jour en trafic, qui était un très grand jour en fait pour nous et je pense pour toute l'industrie, parce que finalement, on avait un hydrofoil électrique qui transportait des passagers avec un beau lever de soleil sur Stockholm. Et en chiffres, donc ce trajet connecte Tapström, qui est une île, enfin une presqu'île dans les alentours de Stockholm. On a pas mal d'habitants sur cette presqu'île de Eckerö qui en fait qui voyagent jusqu'au centre-ville chaque jour pour aller travailler par voiture. Et le trajet est d'environ 50 minutes. Par l'eau, le trajet est réduit à environ 25 minutes, 25-30 minutes. Donc c'était tout l'intérêt de ce projet, c'est de montrer que par l'eau et les hydrofoils, on peut vraiment réduire le temps de trajet en fait en ville en utilisant les eaux intérieures. Il me semble qu'il y a des bornes de recharge rapide à Stockholm, mais sur la presqu'île aussi de sa destination, ou il charge Euh, qu'une seule fois? non, alors non. C'était aller-retour en une charge. Pas de borne de chargement du côté de la presqu'île, donc simplement au centre de Stockholm. Une borne de chargement qui a été installée spécialement pour ce projet. C'est aussi un des gros sujets de discussion, c'est les infrastructures électriques pour ce genre de navire. Et en fait, les infrastructures électriques, elles existent pour le secteur automobile et elles sont très facilement, enfin, il est très facile de les installer. Après, on peut pas choisir n'importe quel constructeur de borne de chargement et le mettre au bord de l'eau pour un navire. Il faut quand même que ce soit un produit qui soit adapté pour un usage sur les rivages. On n'est pas sur un parking au centre de la France. Voilà. Et en termes de chiffres, donc on a navigué, enfin ce navire a été en trafic de octobre 2024 jusqu'à décembre 2024 et ensuite de mars 2025 jusqu'à août 2025. Simplement parce que l'hiver suédois est très rugueux et on a de la glace et c'est pas les hydrofoils ne sont pas des brise-glaces, en tout cas pas encore. Justement, il y avait une question sur la fragilité éventuelle des foils et la rencontre avec des ovnis. Mmh. Alors oui, c'est une des questions qu'on reçoit le plus fréquemment. Pas seulement de clients ou de personnes intéressées, mais aussi des autorités. Que se passe-t-il quand on quand on rencontre des objets flottants, des troncs d'arbres qui flottent? Alors en fait, il faut adapter le design, c'est vrai que c'est un design qui est sensible à ça et il faut adapter le design de manière à ce que les foils, comment dire? Se brisent ou se rétractent ou sans affecter l'intégrité de la coque et tout en préservant la sécurité des passagers à bord. Donc
c'est vrai qu'il y a toute une étude à faire autour de ça afin de pouvoir livrer une solution qui met en confiance. Sinon, c'est vrai qu'on ne peut pas nier que les foils sont sensibles à ce genre d'impact, plus sensibles que des bateaux à coque qui iraient moins rapidement. Vous avez anticipé ça, le fait de pouvoir remplacer facilement les foils? Oui. J'ai pas ça dans ma présentation, mais on va dire que c'est un système assez modulaire qu'on peut, comme une brique de Lego en fait, que l'on peut enlever et remplacer assez vite. Donc le remplacement se fait de manière très rapide. C'est de l'ordre d'1 ou 2 jours si les spare parts sont disponibles. Après, c'est tout le challenge d'avoir les spare parts disponibles qui sont, je ne vais pas mentir, c'est quand même, on a des pièces qui font 3-4 mètres de long. Enfin, il faut quand même de l'espace pour les avoir en storage. Mais il faut sortir le bateau de l'eau quand même. Et il faut sortir le bateau de l'eau. Ça se fait pas dans l'eau, non. On peut, les foils sont rétractables. Donc, par exemple, le système arrière, on peut le remonter, on peut sortir le système de propulsion de l'eau pour inspecter le moteur et l'hélice. Après, si on veut faire des opérations de maintenance, changer le système de foil, il faut sortir le bateau de l'eau. Oui. Je crois que tu as d'autres slides, je te laisse continuer. Ouais, non, mais juste Je vais arrêter de t'interrompre. juste en termes de chiffres, donc on a eu plus de 700 voyages entre Écureuil et Stockholm, plus de 6000 nautiques et on a eu un taux de remplissage assez élevé avec une réponse vraiment positive du public. Les gens venaient des quatre coins de la Suède pour faire un tour sur ce bateau. Donc, c'était vraiment super à voir qu'il y ait une bonne réponse au niveau du public. On a déplacé plus de 12 000 passagers durant cette période. Bon, voilà, c'est ce que je viens de dire. On a eu une réponse assez positive du public et des journaux, donc c'est qui encourage, on va dire, qui encourage le développement et de continuer dans cette direction. Mais après, je pense que... Il y a un petit bruit de clavier ou un petit fond. Je sais pas d'où ça vient. C'est pas moi, je tape pas. Alors, continue. Je pense la partie la plus intéressante, et ça rejoint un peu toutes les questions que l'on reçoit, c'est comment dire, la conformité. Comment mettre ce genre de bateau sur le marché, en fait. Là, je prends l'exemple du Candela P12. Donc, c'est un bateau de 12 mètres qui est très petit comparé à d'autres navires de passagers. Il est en fibre de carbone. La fibre de carbone, je pense que tout le monde sait que c'est combustible, ça brûle. Il est tout électrique, donc les batteries électriques lithium-ion, on le voit dans l'automobile, hein, et il y a beaucoup d'inquiétudes et de détracteurs par rapport à ça. Quelle est la vraie sécurité de ce genre de batterie? Et ensuite, il est sur des foils. Donc, en arrivant avec ce genre de design qui a beaucoup de technologies comment dire, nouvelles, mises, combinées dans un bateau, la réponse peut être assez rigide, en fait. Il faut vraiment avoir un dossier solide et avoir fait, disons, un gros travail de fond, en fait, sur tout ce qui est aspect sécurité par rapport au feu, par rapport à la stabilité et par rapport à la qualité, en fait, du produit. Donc, Tu parles des organismes de certification, des autorités portuaires, des villes. exactement. Qui émettent les freins principalement? C'est principalement les autorités locales ou portuaires qui sont en charge en fait, d'analyser le dossier pour mettre ce genre de bateau en service. Donc, en fait, en Suède, ça s'est plutôt bien déroulé parce qu'on a eu une très bonne communication et proximité avec les autorités locales, bien sûr, puisqu'on est à Stockholm. Donc, ils étaient dans le projet dès le début. On travaille avec DNV,
pour certifier ce bateau. Donc, tout le monde était travaillé au même niveau. Et donc, ce qui a apporté de la confiance et de la sérénité pour pouvoir obtenir un certificat de passager pour avoir ce bateau sur le marché public. Après, le prochain challenge que l'on a et que je pense que tous les constructeurs de ce genre de bateau vont avoir ou ont déjà, c'est quand on veut aller à l'international. Donc, les législations sont différentes d'un pays à l'autre. Aussi, ça dépend si on est en lac intérieur ou en mer. Certains pays vont demander un navire qui est classifié par une société comme DNV. D'autres vont mettre le doigt sur Estrin. D'autres ont leur régulation à eux. Donc, si l'on veut avoir un accès international, en fait, il faut se reposer sur les régulations qui sont internationales, donc AMO, High Speed Code. Et en fait, ces régulations, elles sont écrites pour des navires bien plus gros, en fait, pas pour ce genre de navire. Donc, il n'y a pas vraiment de chemin tracé pour ce genre de navire. Et il faut en fait le tracer d'une certaine manière. Donc, on a des gaps dans les régulations et c'est tout le challenge. C'est-à-dire que la démarche que vous avez fait à Stockholm, il faut la refaire à chaque fois, quoi. Convaincre un petit peu toutes les parties prenantes, travailler sur la certification à chaque fois, quoi. Pas à chaque fois. Il y a certains pays acceptent, en fait, ils regardent ce qui a été fait avec DNV et ils acceptent ça et ils ont confiance en DNV, en Candela, au produit. D'autres veulent tout revoir eux-mêmes et du coup, c'est vrai que là, il faut tout recommencer. Tu peux nous parler justement des certifications que vous avez Oui. déposées, obtenues? Alors, pour tout ce qui est de la partie navire traditionnel, on utilise les standards qui existent parce que ça a du sens. Donc, on a un certificat de DNV qui est Craft. En fait, c'est un certificat un peu plus léger qu'un certificat d'un navire classé. Et pour tout ce qui est de la partie nouvelle technologie, donc le foil et le système de contrôle électronique, on suit un process de ce qui est appelé Technology Qualification, qui est aussi supervisé par DNV et qui est en fait une analyse de risque assez gigantesque pour vraiment analyser le système dans tous les sens du terme et analyser tous les risques qui existent et mitiger tous les risques qui existent. Et c'est comme ça en fait qu'on produit un dossier technique un dossier technique d'analyse de risque qui nous permet en fait de couvrir la partie qui n'est pas couverte par des standards aujourd'hui. Et donc, c'est ce que l'on a pour ce navire. On a un type approval de DNV pour la partie bateau, pour le design en fait, pour tout le design lui-même sur papier. Ensuite, on a un certificat par bateau. Et par-dessus ça, on a un certificat de technologie qualifiée pour tout ce qui est hors des standards. Et ensuite, pour certains pays, on a en fait une revue de tout ça ou alors un process supplémentaire sur la partie qui est pas navire traditionnel pour ensuite obtenir un certificat local pour transporter des passagers. C'est long et coûteux, la certification. C'est long et coûteux, malheureusement. Donc, c'est un peu ça, je voulais mettre le doigt là-dessus. Donc, la technologie est là, les constructeurs sont là, la réponse du public et des gens, généralement, est très positive, mais on a un peu un blocage au milieu, en fait. Et je ne dis pas que, enfin, je jetais la faute à personne. C'est simplement, les choses sont comme ça et elles vont changer, mais ça prend du temps. Ça prend du temps.
C'est vrai qu'on est beaucoup sur des prototypes, mais là, vous contribuez aussi à faire preuve du concept aussi que ça peut fonctionner. Simon, Morgane, ça vous inspire des choses de la certification, j'imagine? Oui, on peut abonder là-dessus et se dire que vraiment, on est vraiment dans un cas où il y a effectivement, comme tu disais, Jean-Baptiste, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de bateau comme ça, et donc il n'y a pas vraiment de règles qui permettent de donner des standards pour les bateaux comme ça. Donc quand on lance un projet de ce type-là, on doit effectivement aider les parties prenantes certificatrices, donc les classes, les autorités de pavillon, les autorités portuaires, etc., aussi à écrire la règle en même temps que nous-mêmes on définit ou on conçoit le produit. Et peut-être pour revenir au tout début de l'histoire, c'est la technologie du foil, ça fonctionne quand on transporte des cargaisons légères. Et les cargaisons les plus légères, en général, c'est les gens. Et les gens, c'est quand même les cargaisons les plus précieuses, normalement. Et donc, c'est vraiment là où on a le plus de contraintes réglementaires, et c'est bien normal. Et pour en plus réussir à faire marier cet assemblage technologique, on va aller vers des matériaux de construction. Donc là, tu parlais de fibre de carbone, on peut être de fibre de verre, qui en plus, pour gagner du poids, va être au-delà ou à côté de constructions métalliques traditionnelles, qui sont, elles, quand même plus intéressantes d'un point de vue sécurité intrinsèque au feu notamment. Et donc, on doit marier des exigences réglementaires les plus fortes, des technologies nouvelles un peu de tous les côtés, et des cargaisons et des règlements qui n'existent pas en fait, quoi. Donc, du coup, on est assez, voilà, on est obligé de défricher en même temps qu'on conçoit. Morgane, tu voulais ajouter quelque chose? Bah, ouais, c'est tout le challenge parce qu'on a à la fois une réglementation environnementale qui nous impose de plus polluer, de décarboner. Et une des solutions qui a été mise en place, c'est une partie du foil. Et aussi, le problème un peu électrique, c'est qu'on a des batteries qui sont encore très lourdes actuellement. Donc, on est obligé de récupérer ce poids par les matériaux de la coque, des foils, de l'ensemble du navire. Et c'est quelque chose pour les autorités qui sont assez nouvelles. Donc, il y a on doit faire un gros travail pédagogique pour arriver à nos fins. C'est à la fois très intéressant parce que, en fait, le fait de se justifier, c'est quelque chose où on apprend en nous-mêmes et on est sûr de nos solutions. Mais à la fois, c'est extrêmement chronophage dans le projet. Ça fait perdre énormément de temps. Et on a des échéances qui arrivent quand même rapides, qui sont rapides. Donc c'est sûr que c'est un challenge. Après, je pense que les sociétés de classification sont pas ouvertes, mais on peut avoir ce dialogue-là. Mais oui, c'est un travail très chronophage à long terme sur le projet. Et comme disait Simon, c'est sûr que on est sur de l'humain principalement actuellement, et ça, c'est quand même assez, c'est quand même assez dur. Il ne faut pas qu'il y ait d'accident, parce que si on a un accident, il y aura vite des problèmes. Et voilà. Et en plus, c'est quand même des choses qu'on a mis, le foil et tout, ça a été beaucoup plus sur la partie plaisance, plaisir, où il n'y avait pas forcément des contraintes. Et on a vu que ça marchait extrêmement bien. Et du coup, là, on veut le mettre sur des marchés qui sont plus conservatrices. Donc, il faut convaincre. Mais je pense que c'est faisable. Et voilà. Il y a un bon accueil par les organismes de certification et pas un frein indirect, quoi. Non. Non. C'est quoi, Jean-Baptiste, la suite pour qu'on est là? Là, le bateau est à l'eau, il va être remis à l'eau. Donc, ce bateau, on l'a sorti de l'eau à Stockholm donc en août. Il allait sur la côte ouest suédoise, à Göteborg, où il a opéré pendant un mois dans des mers un peu plus agitées. Ensuite, il a remonté la côte jusqu'à Oslo, aussi pour démontrer la technologie là-haut, puis jusqu'à Trondheim, au nord de la Norvège, où il est actuellement. Il est hors de l'eau, parce que
la glace est bien présente. Et il va revenir à Stockholm donc le mois prochain pour être déployé à nouveau dans l'archipel de Stockholm à partir de ce printemps pour une période de 2 ou 3 ans, de ce que je sais. Il y aura peut-être moins de curiosité de la part des habitants. Ça sera une vraie année de fonctionnement cette fois. Oui, ouais, ça sera, disons que la surprise, l'effet de surprise est passé. On a parlé beaucoup de propulsion électrique. Est-ce que les propulsions hybrides, ça fonctionne aussi? Pardon, j'ai un peu de bruit autour de moi. Tout à fait, ça peut fonctionner en hybride. C'est vrai qu'un des challenges, c'est l'intégration de la propulsion dans le foil, puisque c'est ce qui reste, a priori, ça doit quand même rester dans l'eau, que ce soit une hélice ou un jet, ça doit quand même rester dans l'eau lorsque le bateau vole. On, on- on voit quand même une convergence de tous les acteurs vers un moteur électrique immergé. Par contre, on peut tout à fait avoir un moteur thermique côté bateau qui alimente ce moteur électrique. Il y a aussi des solutions hydrauliques qui existent, donc de moteurs dits moteurs pompe hydraulique, qui ont l'avantage, notamment sur des bateaux, on va dire, qui sont plus malmenés que des bateaux de transport à passagers citadins, d'être plus robustes et moins chers, peut-être plus faciles à débugger, à entretenir, à remplacer dans des eaux moins, là où on a un peu moins accès à la technologie, donc quelque chose d'un peu plus international. Donc, l'électrique est privilégié, il y a l'hydraulique, il y a l'hybride, il y a le full électrique, il y a plusieurs solutions. Est-ce qu'on peut parler des différentes formes de foil? Il y a des formes assez exotiques parfois, des formes assez plates, arrondies, etc. Est-ce qu'on définit la forme du foil par rapport à un projet de bateau ou c'est encore du prototype? On va essayer des nouvelles formes pour. On a parlé de vitesse, adapté à la vitesse, ou à partir de quand on déclenche le vol. Enfin, j'imagine que tout ça doit rentrer en ligne de compte. Je ne sais pas qui, Morgane ou... Ouais, il y a le cahier des charges dans un premier temps où on va avoir la vitesse de croisière, la vitesse de décollage, et puis après il va y avoir le poids du bateau, si on est sur une solution d'un monocoque, d'un catamaran, donc tous ces paramètres-là vont nous faire converger par une étude qui va nous dire, bah voilà, on va utiliser ce type de foil pour cette application ou ce type de foil pour cette application. Et après, on va optimiser des profils pour avoir le meilleur rendement, la meilleure efficacité pour répondre à 100% au cahier des charges. Donc, il y a une partie, une grosse partie d'études dessus. Et après, il peut y avoir soit on va faire du bassin de carène, soit on fait une maquette, et soit un prototype à l'échelle 1 et après il y a des améliorations. Et ce qui est aussi un peu dur dans tous ces nouveaux produits, c'est que en fait il faut aussi convaincre l'utilisateur ça va pas être la même façon de naviguer, la même façon, il va pas avoir la même expérience. Donc vraiment convaincre l'utilisateur et lui dire bah voilà, faut que tu t'attendes à quelque chose de nouveau. Et souvent, les gens pensent que le foil, ça va résoudre tous les problèmes. Des fois, ça ne résout pas à 100% des problèmes. Ça aide beaucoup. Et on a toute cette conversation avec le client pour pas qu'il soit déçu et qu'il soit heureux aussi de la façon. Et après, son envie va faire améliorer nos données. Et donc, on va avoir d'autres versions et on avancera comme ça. Tu soulèves la question du pilote du bateau. Peut-être Jean-Baptiste, il y a eu des appréhensions sur celui qui devait piloter ce bateau ou, voilà, vous l'avez accompagné, formé, j'imagine. Alors oui, on accompagne les pilotes et on les forme en fait, parce que comme le dit Morgane, c'est une expérience totalement différente. On peut avoir été pilote pendant des décennies, mais là, on est sur un différent type de véhicule, tout simplement. Donc, disons, la partie vol, elle est automatisée, donc on n'a pas besoin
voler manuellement avec énormément de boutons. En fait, il y a simplement un joystick et c'est parti, mais il faut quand même savoir lire l'attitude du bateau et les limites, à quel point on peut pousser ce genre de bateau. Donc il y a une phase d'apprentissage, en fait, pour naviguer ce genre de navire. Il y avait une question dans le chat sur le rétrofit. Est-ce que vraiment on peut prendre des vieux bateaux ou les bateaux actuels et les équiper de foil ou c'est peine perdue? Simon? Ouais, c'est une bonne question. C'est un peu poser la question au tout début du projet de voir comment est-ce que c'était pas finalement un kit foil qui pouvait être adaptable. La réponse c'est plutôt non. Globalement, je trouve que enfin, c'est quand même assez structurant de mettre de faire voler complètement un bateau, comme par exemple un P12 ou les bateaux qu'on propose. C'est-à-dire que vraiment, on va déjauger complètement la coque hors de l'eau. Il va falloir déplacer la propulsion sous l'eau. Ce qu'on peut envisager en rétrofit, ça va être plutôt des foils fixes qui vont soulager la carène, que ce soit catamaran ou monocoque, et qui vont permettre de réduire un petit peu la consommation. Mais on va limiter un petit peu la portée de la modification pour des questions de coût et pour des questions aussi d'efficacité, tout simplement. Et donc, on va avoir une partie des gains de réduction de traînée, et on va en général essayer de ne pas impacter tout ce qui est propulsion et contrôle. En fait, ça reste quand même des bateaux relativement petits, et donc la part du prix de la coque initiale va peut-être va pas forcément valoir le coup par rapport au coût des modifications en elles-mêmes, à la valeur de la technologie foil, propulsion, contrôle électronique qu'on va ramener. En fait, si on veut faire voler un bateau, c'est quand même plus simple d'en faire un nouveau sur ces tailles-là. Par contre, on pourra rajouter des foils fixes pour réduire la conso de plusieurs pourcents, une dizaine de pourcents, 15%, quelque chose comme ça. Ce qui est déjà pas mal. C'est vrai que vous parliez de 30 à 40%, c'est quand même assez important. Il y avait une question sur le rétractable, on y a en partie répondu. La plupart de vos projets, Jean-Baptiste Simon, sont des foils rétractables, notamment pour des questions de profondeur, j'imagine. Mais toi, Morgane, le foil ne dépasse pas tant que ça, hein, il me semble. Il n'a pas l'air Alors, rétractable. nous, on a pris comme partie. Si l'image n'est pas, s'il est rétractable parce qu'en fait, on est sur, comme notre cahier des charges, au début, c'était les pilotes du Havre et ils ont un port qui s'envase beaucoup, donc la partie tirant d'eau au port était hyper importante. Donc oui, ils sont rétractables, ça a été un peu c'est un peu toute la difficulté du foil actuellement, c'est aussi comment on rend ça rétractable, comment on fait pour que ça ne dépasse pas trop sur les côtés, parce que quand on arrive sur zone, sinon on n'a plus beaucoup de place, comment on les met au port. Donc ça, c'est vraiment un enjeu aussi du foil, c'est la cinématique en elle-même. Et oui, ils sont rétractables. Ils sont rétractables en translation Z. Voilà. Okay. C'est forcément rétractable, oui, parce que on ajoute des appendices qui prennent de la profondeur ou qui dépassent sur les côtés. Donc, voilà, il faut que ce soit forcément un système comme ça. D'accord. Ok, merci. J'aimerais ajouter. Oh, pardon. Je voulais simplement ajouter pour mettre le bateau en cale aussi, le fait d'avoir des foils rétractables, c'est très avantageux en fait. Effectivement. Alors, pour la maintenance du bateau aussi. Ok. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce Céline Café. Il y avait beaucoup de questions. J'espère que j'ai pu prendre un maximum de questions. Sinon, n'hésitez pas à interroger les invités du jour. Merci beaucoup, Morgane, Simon, Jean-Baptiste. Vous êtes prêtés à l'exercice des Céline Café. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et on se retrouvera pour le prochain Céline Café au mois de mars, où on parlera CSRD, taxe carbone, réglementation. Donc, on va changer un petit peu de sujet. Voilà. Merci à tous et à bientôt.
Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.